11h midi, seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous et donc bienvenue si vous nous rejoignez seul contre tous jusqu'à midi. On parle de l'université aujourd'hui. C'est là que vont atterrir à la rentrée une bonne partie des nouveaux bacheliers parce que il suffit pour entrer à la fac d'avoir le bac. C'est une vache sacrée française, ça, la combinaison bac pour presque tous, université pour tous. Le mythe des grandes études pour tous, sauf que ceux qui iront à la fac vont partir avec un sérieux désavantage par rapport aux autres. Notre système d'études est vraiment mal foutu. On est dans un système à deux vitesses avec d'un côté des filières hyper compétitives, hyper sélectives, type classe prépa, Sciences Po, école de commerce, école d'ingénieurs, et de l'autre, les universités tenues d'accueillir sans sourciller tous les bacheliers de France. Ils vont se retrouver, pour beaucoup, dans des filières voies de garage à la fac, totalement désarmés sur le marché du travail. Tout le problème de l'université, en fait, à mon sens, c'est l'absence de sélection en première année de fac. Dans toutes les autres filières, on vous teste sur votre motivation, votre envie d'y arriver. Pourquoi la fac ferait-elle exception ? Notre université est une machine à produire de l'échec, pas pour tout le monde, heureusement, mais pour beaucoup. C'est la moitié des étudiants quand même qui abandonnent dès la première année. Alors je vous le dis, il faut sélectionner les étudiants à l'entrée de l'université. J'entends déjà les reproches, vous voulez exclure les plus fragiles, sauf qu'ils auraient sans doute plus de chance en étant orientés un peu plus tôt, là où ils seront bons, plutôt qu'en leur faisant miroiter le faux espoir de la réussite pour tous à la fac. Qu'en pensez-vous ? D'accord avec moi ou pas ? Vous réagissez au 0826 300 300, vos appels sont les bienvenus et vous votez sur sudradio.fr. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Seul contre tous ce matin et l'université en débat, le niveau d'échec des étudiants en première année à l'université, ce qui me fait dire qu'un peu de sélection à l'entrée, eh bien, ça ne ferait pas de mal. Après tout, combien de filières aujourd'hui font cette sélection ? L'université doit-elle accueillir tout le monde aujourd'hui ? C'est ça la question qu'on vous pose et sur laquelle vous réagissez au 0826 300 300. On en parle avec nos invités à qui on donne la parole dans un petit instant, mais en préambule, on accueille comme d'habitude Kevin Michel. Bonjour Kevin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, sélectionner à l'entrée de l'université, ça revient dans le débat, mais dans les faits, Kevin, on constate que ça existe déjà d'une certaine manière la sélection à la fac. Oui, parce que quand vous passez le bac, déjà, on vous répète à longueur de temps qu'il faut avoir la meilleure moyenne possible pour accrocher une mention. Alors qu'on le veuille ou non, il y a bel et bien une hiérarchisation avec d'un côté les cursus élitistes et de l'autre les facs tenues d'accepter tout le monde. Ceux qui obtiennent les meilleurs résultats peuvent choisir n'importe quelle formation, notamment des classes préparatoires aux grandes écoles ou des études universitaires très poussées, comme par exemple Sciences Po ou médecine. Les jeunes qui ont moins de choix opteront pour des IUT et des STS ou des filières universitaires un peu moins contraignantes. Enfin, par manque de choix, les autres seront automatiquement orientés vers des facs de droit ou de sport, par exemple, qui sont pour la plupart surchargées puisqu'elles accueillent 50% des étudiants. Tout cela alors que, je le disais, Kevin, le taux d'échec en première année est particulièrement élevé à l'université. Oui, en fac, seuls 44% des étudiants inscrits en première année passent en deuxième, 29% redoublent et 27% sortent carrément du système universitaire. Alors à titre de comparaison, le taux d'échec en IUT en première année est de 20%. Cela montre bien que quand on choisit par soi-même, on réussit beaucoup mieux. Alors c'est un gâchis monumental parce qu'on fait croire finalement à n'importe quel jeune qu'il a sa place sur les bancs de l'université. Dire qu'elle doit être ouverte à tous, c'est un manque de respect. Enfin, moi je considère ça comme un manque de respect et d'honnêteté vis-à-vis de notre jeunesse. Alors que fait-on des étudiants qui abandonnent la fac ? Moi je pose la question ce matin. Que fait-on de tous ceux qui redoublent, de ces cursus au point mort, de ces universités surchargées ? Rien ou presque, parce qu'on est en France et qu'on préfère saboter finalement l'avenir des jeunes plutôt que d'accepter une sélection qui donnerait à tout le monde l'envie de continuer en choisissant vraiment sa voie. Alors, l'un des syndicats étudiants, le syndicat majoritaire, l'UNEF, a plusieurs fois dénoncé des pratiques illégales. Notamment en ce qui concerne les quotas appliqués par certaines facs. Ça veut dire qu'en gros, il y a déjà une forme de sélection à la fac, mais de manière un peu sournoise. Oui, mais vous le savez, ces syndicats étudiants sont toujours prêts à traîner devant les tribunaux tous ceux qu'ils qualifient de fascistes parce qu'ils osent dénoncer le mépris de l'individu et le règne du déterminisme social. Alors, il y aurait en France 33 universités qui pratiqueraient ce système de sélection, mais encore une fois, à qui la faute ? C'est parce que les facs sont pleines à craquer, qu'elles se paupérisent et qu'elles sont contraintes de procéder à un tirage au sort
sort. Alors ce n'est pas un phénomène nouveau, il existe déjà depuis pas mal de temps à Montpellier, Nantes, Bordeaux, Poitiers, Toulouse, notamment en STAPS, cette fac de sport, une filière sans issue ou presque, est largement convoitée par les étudiants. Les présidents de certaines universités l'avouent eux-mêmes, ce n'est pas acceptable, mais nous n'avons pas d'autre choix pour absorber toutes les demandes. Je rappelle aussi que quand on est en fac de sport, notamment, on a évidemment besoin de place, mais aussi d'infrastructures, de matériel pour suivre son cursus à peu près normalement. Ah oui, vous vous rappelez peut-être ce Tumblr, ce site internet Université en ruine où on voyait des photos montrant l'état de délabrement de certaines facs françaises. Alors pour vous, Kevin, il y a quelques solutions pour régler ce problème d'engorgement des universités. C'est quoi vos propositions ? D'abord au niveau de l'orientation, parce que pour moi il est intolérable de laisser des jeunes s'engager dans des filières par hasard pour les laisser se fracasser sur les bancs de l'université et pour les perdre en route. Et ça doit se faire à mon sens dès le lycée. Ensuite, il serait peut-être intéressant de demander aussi aux nouveaux bacheliers un petit dossier de candidature dans lequel ils exprimeraient leur motivation et puis de leur faire passer pourquoi pas un court entretien avec un membre de l'université. Alors je sais, on va demander aux profs de faire un peu d'heures sup, mon Dieu. Alors ça évitera peut-être aussi un système de tirage au sort que je trouve absolument ridicule. Et puis enfin, il faut peut-être arrêter aussi avec ces résistances purement idéologiques qui sont complètement déconnectées de la réalité et avec cet l'archaïsme de ce système qui n'est plus du tout adapté à mon sens aujourd'hui. Alors qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut introduire de la sélection à l'entrée de l'université ? Nous, Kevin, c'est ce qu'on pense ce matin. Nos invités sont peut-être pas forcément d'accord avec nous. On leur donne la parole. Nous sommes ce matin avec Gilbert Azoulay, il est directeur général associé de Newstank Éducation, agence de presse spécialisée sur l'enseignement supérieur. Bonjour Gilbert Azoulay. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin dans Seul contre tous. On accueille aussi Mylène Colombani, elle est militante du syndicat solidaire étudiante à Toulouse. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors vous êtes étudiante, vous êtes à la fac. Cette question de la sélection à l'entrée de l'université, ça revient très souvent. Néanmoins, ça ne trouve pas d'issue. Quand on met les chiffres en balance, quand on voit qu'il y a un étudiant sur deux en première année qui lâche l'affaire, qui au bout de quelques mois est perdu, vous vous dites pas que finalement un peu de sélection, ça permettrait d'écrémer et puis de mettre en avant ceux qui ont vraiment envie de réussir dans ces filières-là ? Non, pas du tout. On se dit pas du tout ça. On pense au contraire qu'il n'y a rien qui prouve que refuser l'accès aux études à des gens, ça fait réussir les autres. Même au contraire, je pense qu'à peu près tous les systèmes de sélection prouvent le contraire. Par exemple, la médecine, je pense que, honnêtement, on a quand même un système où la sélection, c'est-à-dire le passage en deuxième année, il fait pas réussir plus de gens, il fait pas devenir des gens plus médecins que les autres. Un problème pour médecine, c'est quand même un cas un petit peu à part, parce que ils sont très nombreux à s'inscrire en première année. Ils savent qu'ils vont avoir un concours en fin d'année, et ce concours-là est extrêmement sélectif. À la limite, au moins là, les choses sont claires. Mais il y a d'autres filières où c'est beaucoup moins évident. Fac d'histoire, fac de sociaux, de psycho, par exemple, où on s'inscrit parce qu'on a envie, sans forcément penser à l'après, sans réaliser aussi comment ça va se passer. À la fac, c'est dur, l'université, on est un peu tout seul aussi. Mais c'est pour ça que vous l'avez dit. En fait, le système de sélection, ça existe parce que de toute façon, c'est inhérent au système scolaire français. Ça existe depuis la maternelle. Il y a un système de sélection qui est là. Dans les universités, il y a clairement le fait qu'effectivement on fait une licence et que par exemple en fait le passage en master est compliqué et le passage en master 2 requiert d'avoir eu certaines notes en master 1. Il y a des licences qui licence c'est 3 premières années et ensuite master c'est 4e, 5e. C'est des années diplômantes du coup depuis une certaine réforme et on a un système qui fait qu'effectivement t'as des filières qui sont plus ou moins ouvertes que les autres, mais le socle basique qui est de dire que l'université il y a une entrée de droit si vous avez le bac. Ça, c'est pas du tout responsable de l'échec. C'est au contraire la possibilité que les gens puissent avoir accès égal à l'accès. Oui, mais une fois qu'on dit voilà, les gens ont des droits, c'est bien joli, mais encore une fois, il y a quasiment 50% des étudiants qui arrêtent dès la première année. Ces gens, on en fait quoi après ? Parce que c'est généralement des étudiants qui n'ont pas choisi leur filière, qui sont là un petit peu par hasard, qui sont un peu perdus. Et qui perdent du temps. On les laisse sur la route, quoi. C'est un constat d'échec total derrière. Non, parce qu'en fait, on mêle plusieurs questions qui n'ont pas forcément de rapport. Genre, l'orientation et l'échec, déjà il faut savoir que dans les chiffres de l'échec que vous avez nommé, en fait, la réorientation est un échec, est vue comme un échec, ce qui est faux. Enfin, nous on pense réellement que la réorientation n'est pas un échec. En fait, on a le droit de se planter, on a le droit de se planter, mais surtout de faire d'autres choses. Ouais. En fait, il faut réfléchir à l'orientation. Déjà, en termes il n'y a pas que des jeunes qui vont à la fac. Et du coup, il y a tout ce système de formation tout au long de la vie où, en fait, les gens vont venir à la fac, changer de filière. Il y a énormément de réorientation dans l'enseignement supérieur. C'est même la base de l'enseignement supérieur. Les gens, par exemple, font des licences de sociaux, puis des écoles d'éducateurs spécialisés, ou alors font effectivement une licence de lettres et en fait partent. Et en fait, il y a très peu de gens qui quittent l'enseignement supérieur sans diplôme. Oui, mais enfin, il y a quand même des filières aussi aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec la demoiselle. Il y en a quand même beaucoup qui sortent sans diplôme et qui sont livrés à eux-mêmes sur le
marché de l'emploi et un peu, on ne sait pas où ils sont. Qui sortent pas dans le diplôme préparé à la base, mais qui sortent avec un diplôme. Non, il y en a qui sortent ni avec un diplôme préparé à la base, ni même avec un diplôme minimum. Non, mais là, moi, je suis Gilbert Azoulay, allez-y. Si je peux me permettre, parce que j'écoute, et ce que dit mademoiselle est vrai, sauf que pour moi, c'est des discours. Moi, ça fait 25 ans que je suis le dossier et on tourne en rond, quoi. Est-ce que, je me souviens, j'étais jeune journaliste à l'étudiant et il y avait un recteur à Nancy qui avait envoyé un courrier en disant au proviseur, merci de dire aux littéraires de ne pas s'inscrire en médecine. Enfin, voilà, quoi. Ok, je veux bien qu'on puisse s'inscrire en médecine quand on a un bac L, sauf que c'est totalement délirant, quoi. C'est de la science-fiction. On n'a aucune chance, quoi, Gilbert Azoulay, quand on fait ça. Si, on a une chance sur 1 million. Oui. Voilà, en gros, il y a toujours un type, comme à HEC, il y a un bac STT, c'est-à-dire le bac compta, qui réussit un par an sur les 400 ou 500 diplômés. Sauf que là, on est dans le pardonnez-moi l'expression, l'erreur d'échantillon, comme on dit, mais il faut quand même avoir conscience, sélection, pas sélection, le terme, il passe pas. Enfin, mais oui, voilà, il y a un côté un peu darwinien, un côté, voilà, seuls les meilleurs vont survivre, quoi. Voilà. C'est ça qui fait que ça passe pas bien. En revanche, d'abord, la fac a déjà mis en place des filières sélectives. Peut-être pas en première année. Bon, vous parlez de médecine, mais droit est beaucoup plus sélectif que n'importe quelle autre filière, puisque il y a une exclusion de beaucoup. À Assas ou dans les meilleures universités, les gens sont exfiltrés, j'allais dire, dès le premier trimestre. Vous avez l'amphi qui était plein en septembre, il est aux 3/4 plein en janvier. Oui, mais ça, c'est pas tolérable, ça. Mais c'est bien ce que je dis. On laisse partir des jeunes comme ça au carton, en fait. C'est exactement. Et au fond, sans être tout libéral, c'est de dire, au fond, si on fait pas d'information, alors mademoiselle parlait d'orientation, c'est vrai, mais une vraie orientation qui consiste à dire, avec ce que vous avez, avec la connaissance du métier que vous n'avez pas, puisque beaucoup se trompent, en fait, sur le métier qui est proposé à la sortie, et s'engagent dans des filières sans vraiment savoir. C'est comme si on vous donnait une belle télé, sans vous donner le mode d'emploi. Vous êtes comme un âne devant un œuf, ou comment une poule devant un œuf, ou je ne sais pas comment on dit, mais enfin bref, vous savez pas vous en servir. L'éducation et l'enseignement supérieur français, c'est magnifique. Mais Gilbert Azoulay, est-ce que vous êtes pour une sélection à l'entrée à l'université ou pas? Moi, je veux pas utiliser ce terme. Voilà, c'est ça que pourquoi? je vous dis. Et justement, c'est là qu'il y a une espèce d'hypocrisie. Ben non, mais parce qu'il faut mettre des mots sur les choses. Je suis d'accord, mais il faut faire passer des choses qui soient réalistes et qui soient acceptables. Vous savez, je discutais, pardonnez-moi de changer 2 minutes de sujet, je discutais avec un spécialiste du climat il y a quelques temps, il m'a dit la situation est bien plus grave, mais si on le dit, ça bloque tout. Donc on préfère rester sur des phénomènes pour essayer de faire passer des messages. Là, ce qu'il faut dire, c'est qu'un étudiant bac L, il ne réussira pas en médecine, c'est sûr. Et si on lui donne pas l'information, et à ce titre-là, l'orientation n'est pas faite aujourd'hui. Bon, enfin, ça, j'espère quand même pour l'étudiant qu'il le sait, qu'en faisant des études littéraires, il va pas trop s'en sortir en médecine, a priori. Mais alors, je peux dire aussi pour un bac pro qui va faire de l'économie. Il y a encore beaucoup de gens qui ont un bac pro et qui vont s'engager en fac d'économie. Mais quand vous connaissez le système, l'économie, vous connaissez, c'est beaucoup de maths, c'est beaucoup de philosophie économique. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le background. Et ça, on le dit pas. Parce que l'idée que l'accès à l'université, mademoiselle, il faut le dire, vos amis défendent l'idée qu'on a droit, contre vents et marées, à l'université, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, et ça, c'est inaliénable. Mais il faut se poser la question, d'aller au crash, c'est peut-être pas la meilleure solution pour les jeunes, parce que quand on a un échec, c'est beaucoup plus cher à la collectivité qu'une réussite, évidemment, et un échec, c'est beaucoup plus lourd à titre personnel, et pour la collectivité qui doit réorienter. Alors là, je suis pas d'accord, c'est que les systèmes de réorientation sont normalement prévus par la loi dans l'université. Mais en fait, en gros, Gilbert Azoulay, ce que vous nous dites, en gros, vous n'aimez pas le terme de sélection, mais vous dites, en gros, il faut une sorte de garde de triage avec des aiguillages, c'est-à-dire, vous avez fait S, écoutez, faudrait peut-être réfléchir à 2 fois avant de vous engager dans des études de lettres, par exemple, et vice-versa, le littéraire, pas forcément aller vers médecine, mais au fond, vous laissez continuer à laisser tout le monde s'inscrire à l'université sans sélection. C'est là qu'on n'est pas d'accord, vous et moi. C'est-à-dire que la sélection, c'est aussi, il faut peut-être aussi démontrer sa motivation. Il faut peut-être aussi un sas ou une démonstration qu'on est sur le plan personnel, sur le plan du projet personnel, beaucoup plus adapté. Parce qu'on peut aussi lever des montagnes. On peut, parce qu'on n'a pas le niveau, réussir. Malgré tout, il y en a. Et là, il faut faire la démonstration qu'on peut s'engager. C'est un pacte qui peut être signé entre l'étudiant et l'établissement qui l'accueille. Moi, je pense qu'il faut vraiment cette phase, parce que sinon...
Ça aussi, je pense que, en fait, vous venez nous dire que ça fait 20 ans que vous entendez nos discours. Moi, je pense que ça fait 20 ans qu'on entend justement qu'il faut essayer la sélection parce que ça enrayera l'échec. En fait, la sélection, c'est essayer. La sélection, ça existe dans quasiment toutes les universités du monde. En fait, je voulais pas me dire que l'échec ailleurs est moins important. Vous n'allez pas me dire que l'échec dans les universités américaines est moins important dans les universités françaises. En tout cas, je peux vous dire une chose, et ça, c'est des stats. L'accès à l'enseignement supérieur est supérieur aux États-Unis. Oui, mais vous pouvez me dire que c'est des par rapport à la France. C'est tout à fait les discours technocratiques qui nous disent effectivement qu'en fait la sélection. Moi, je m'en fous. Je vais vous dire que je suis là, je regarde les choses et je vois. Faire une phrase. Attendez, Gilbert Azoulay, j'aimerais bien entendre ce que Mylène Colombani a dit. Je pense juste que le fait de présenter la sélection comme des mesures réalistes contre effectivement l'espèce de développement idéologique qu'auraient les syndicats étudiants et notamment les luttes étudiantes en fait qui décrivent l'université pour tout le monde. En fait, c'est juste des bêtises. Le fait de dire que c'est plus réaliste de croire que parce que sélection il y a moins d'échecs. En fait, le principe même de la sélection c'est qu'il y a plus d'échecs. C'est le principe même. Donc, quand on est dans un et d'ailleurs il y a des rapports qui montrent que plus l'enjeu de l'éducation c'est la sélection, c'est-à-dire plus l'enjeu c'est la réorientation, l'orientation des gens. Ce que vous appelez vous la bonne orientation, plus en fait il y a de stress et d'abandon parce qu'en fait quand vous ne correspondez pas à la filière, en fait vous abandonnez. Et c'est toute la question de la sélection sociale aussi, c'est qu'en fait genre il y a toute la question de quand on est au lycée en fait et qu'on est dans des filières qu'on considère plus féminines parce qu'on l'a pas encore dit, mais il y a quand même tout un tas de sélections sourdes qui existent où en fait après on ne va même pas jusqu'à la sélection réelle et au processus de sélection. En fait on s'arrête, on ne veut pas avoir affaire à la sélection parce que on n'est pas, je sais pas, on n'est pas musicien donc on va pas en musicologie, on se sent pas de faire de la médecine. Moi je connais des gens qui se sont orientés de lettres à médecine et qui aujourd'hui sont médecins. Donc honnêtement, en fait, vous pouvez me parler de statistiques, mais c'est des bêtises. C'est des bêtises. En fait, vous êtes en train de proposer une société où les gens, où l'éducation, en fait, au lieu d'être un enjeu social, est un enjeu économique. C'est-à-dire que vous voulez effectivement ne pas perdre d'argent, et c'est exactement ce que fait le gouvernement, et l'échec augmente. Alors justement, sur cette question de sélection, on va mettre un petit peu les points sur les i parce que chacun défend un petit peu sa version des choses. Il y a derrière le mot sélection, il y a aussi sélection par l'argent. Alors ça, évidemment, c'est peut-être là qu'est aujourd'hui le vrai débat. Il y avait toute une polémique d'ailleurs très récemment sur le rehaussement des droits d'inscription à l'université. Ça a été tranché par la ministre de l'Éducation qui a dit pas touche à ces droits à l'université. C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir une fac qui coûte pas cher. Quand vous regardez aux États-Unis, le montant de l'endettement de certains étudiants pour suivre des études, parfois jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars, on se dit qu'on a quand même de la chance d'être en France. Moi, c'est pas tellement comme ça que j'envisage la sélection. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que dans nos universités françaises, on forme plus de psychologues que dans toute l'Europe réunie? Franchement, est-ce que le fait qu'on a vraiment besoin de parler en France? Mais est-ce que le fait de pouvoir laisser tout le monde s'inscrire, ça crée pas comme ça des déséquilibres et puis derrière une menace pour tous ceux qui suivent ces filières, qui ont peu de chance au final de trouver du travail, même si on se réoriente, comme disait Mylène Colombani, parfois effectivement le métier, c'est dans ce petit complément de formation qu'on va trouver. Les études utiles aussi également, y a-t-il trop de filières à l'université? J'en suis pas convaincu, c'est bien de pouvoir faire lettres classiques, c'est pas Mylène Colombani qui nous dira le contraire, vu que c'est le cursus qu'elle suit elle-même. La sélection à l'université, vous réagissez 0826 300 300, on attend vos appels, à tout de suite. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Seul contre tous, consacré ce matin à l'université. Il faut un peu de sélection à l'entrée de l'université. C'est un peu dangereux de laisser tout le monde s'engager à la fac, puisqu'il n'y a pas de tri à l'entrée de l'université. Enfin, officiellement, parce que de manière insidieuse, aujourd'hui, les facs multiplient les méthodes pour créer des filières sélectives. C'est par exemple la technique de créer des doubles cursus, des doubles licences. Ça, c'est un biais qu'ont trouvé les universités pour pouvoir un peu mieux choisir leurs étudiants, garantir une meilleure réussite. Parce que les facs se font concurrence, il faut des objectifs de résultats, il faut des niveaux de réussite, des pourcentages de réussite pour améliorer sa place dans les classements. Derrière, vous avez des filières un petit peu voie de garage aujourd'hui. Et c'est ça le danger aussi pour ces dizaines, ces centaines de milliers d'étudiants qui, pour beaucoup, abandonnent dès la première année. Ils sont près de 50% à lâcher l'affaire dès la première année. Alors Gilbert Azoulay, on parlait juste avant la pub de la sélection à l'entrée de l'université. Il y a quand même derrière tout ça quand même un message qui est un petit peu dangereux, parce que quand on dit il faut sélectionner à l'entrée de l'université, ça voudrait dire aussi il y a des filières qui servent à rien. L'université est la seule à proposer des formations dans des disciplines qu'on peut considérer comme inutiles, mais elle a le mérite de les proposer. Il y a aussi derrière ce refrain-là qu'on entend dire sélection à l'université, sélection aussi des filières. Il y a trop de filières à l'université. Vous en pensez quoi, vous? Alors, je vais répondre à votre question. Je voudrais juste te dire une chose. Moi, vous avez dit quelque chose de très important juste avant la coupure, c'est que c'est gratuit l'université. Mylène, vous êtes d'accord avec moi? On paye, je crois, c'est 150 € par an pour quand vous rentrez en première année, enfin, ou 200. Moi, je revendique un ajustement. À Sciences Po, ils l'ont fait et ça n'a posé aucun problème à personne. Il faut justement que ceux qui peuvent payer payent un peu plus
pour que justement ceux qui ne peuvent pas payer ne payent rien, pour que justement il y ait des systèmes d'aide à ceux qui en ont besoin beaucoup plus importants qu'aujourd'hui, parce que on peut pas en parler aujourd'hui. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Faut que tout le monde paye de la même manière. Attendez, qu'est-ce que c'est que cet argument de dire que les riches doivent payer plus? Je comprends pas. Il faut moduler les. Moi, je suis d'accord sur le principe qu'il faut payer davantage. C'est entre 0 et 7 000 euros. Personne n'a dit un mot. Personne n'a dit un mot. Sciences Po est une université, une école publique. Descoings, l'ancien directeur, paix à son âme, a modulé les prix. Ça n'a gêné personne. Et d'ailleurs, ça marche beaucoup mieux comme ça. Moi, je dis pas qu'il faut aller jusque-là. Je dis simplement au nom de quoi quelqu'un, le fils d'une famille d'ouvriers, devrait payer la même chose que la famille d'un cadre. C'est une question. Et je ne vois pas pourquoi. Et alors il s'agit pas de faire du... Oui, alors qu'il a déjà statistiquement... Déjà en 80, on parlait de cette gratuité, en fait, qui était un petit peu contraire à la démocratisation. Je crois qu'il y a un rapport qui avait été remis à François Mitterrand qui disait déjà... Il y a plein de rapports. Pas normal, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il faut juste poser la question de l'équité. Pourquoi, au fond, quand personne ne paye, celui qui paye, c'est celui qui a le moins d'argent, en réalité, puisque celui qui paye pas profite des mêmes prestations et des mêmes services que celui. Et ça passe pas au niveau des universités. Moi, j'en ai parlé au président de la CPU à l'époque. Il m'a dit, mais tu imagines payer à l'hôpital? Et je dis, pourquoi pas payer quelque chose en plus, sous réserve qu'on ait les moyens, évidemment. Mais moi, je pense que ça aiderait vraiment à l'égalité des chances, ça aiderait vraiment à la diversité, et ça aiderait vraiment ceux qui en ont besoin vraiment. Alors, parce qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous avez peut-être une bourse, sous réserve que vous rentrez dans les codes. Vous avez un boulot qui vous bouffe la moitié du temps. Votre emploi du temps doit être aménagé. Ce qui est compliqué dans les universités, vous le savez, Mylène, que les universités ont du mal à adapter pour les étudiants salariés l'emploi du temps. Donc c'est double peine en réalité. Elles ont pas du mal, elles veulent pas. Non, mais là, vous êtes en train de faire des euphémismes. Les universités, elles pourraient très bien faire voter le fait que les étudiants salariés n'ont pas à être assidus. C'est tout à fait possible, et je pense que d'ailleurs, vous seriez pas faux. Je fais pas d'euphémisme, je vous dis la situation. Mais non, mais c'est pas que en fait, vous êtes en train de décrire une situation où les universités, les présidents d'université, la CPU ont du mal à faire les choses. Ils sont dans un système inverse. Il y a quand même, depuis 2007, un processus de désengagement financier de l'État dans les facs. Et donc là, vous êtes dans un système individualisant. On dit que pour sauver les facs ou pour sauver, il faut que chacun mette la main à la poche ou donne de l'argent. En fait, il faut juste un financement public. On n'est pas en train de parler de la même université. Ça, je suis d'accord, ouais. Mais oui, mais sauf que c'est ça la question. La question, c'est il y en a plus. Vous avez vu quand même que l'État a prélevé 200 millions sur le. Non mais l'État a prélevé 200 millions dans les réserves de l'université. Mylène, moi je voudrais juste avoir votre avis là-dessus. Attendez, juste, vous dites Gilbert Azoulay qu'il n'y a plus d'argent. On est quand même capable de mobiliser un demi-milliard comme ça en d'un moin pour la lutte antiterroriste. Donc là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord. Kevin Michel, je voulais dire quelque chose. Oui, non, simplement pour demander à Mylène, en fait. Moi, je trouve que c'est un gain de temps aussi de dire aux gens aujourd'hui, on vous sélectionne à l'entrée d'une université, parce que à partir du moment où on vous dit bon, ok, vous avez le niveau, vous avez les motivations a priori pour faire partie de notre faculté. Je veux dire. Si vous faites pas cette sélection-là d'entrée de jeu, ça veut dire que vous laissez rentrer n'importe qui, comme ça, sans réelle motivation. À partir du moment où on considère que vous pouvez rentrer en première année de fac, c'est que vous avez les capacités de réussir derrière. C'est un gain de temps aussi, et c'est un peu plus d'honnêteté pour l'étudiant qui est là et qui se lance dans un truc, en se disant, finalement, je sais pas trop ce que je fais ici, quoi. Vous voyez ? Mais comment vous pensez que parce qu'il y a par exemple un dossier ou en fait comment vous pensez que parce qu'on va trier, c'est ça le mot que vous utilisez, les gens, en fait ce sera les bons gens qui seront à l'intérieur. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, on est en train de parler de quotas, ce que je trouve absolument scandaleux. Mais je connais des gens, moi, des jeunes étudiants qui ont passé donc leur bac avec une mention très bien et à qui on a dit en fac de sport, ah ben non, désolé, il y a pas de place pour vous parce que du coup, comme il y a trop de monde qui s'inscrit, vous, ok, c'est votre réelle vocation. Vous avez envie de devenir prof de PS ou je sais plus ce qu'elle voulait faire, mais vous, il y a pas de place pour vous parce qu'il y a trop de demandes et donc on a été obligé de faire un tirage au sort. Oui. Donc en réalité, on a des fois des jeunes qui sont là, qui s'engagent un petit peu par hasard en se disant finalement, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, je vais aller en fac de sport. Mais dans ce cas-là, Kevin, il barre la route à des gens qui ont vraiment envie de faire ça. Il faut une idée. On revient parce que les gens ne connaissent pas. C'est ce qu'on revient au point de départ. C'est-à-dire que si les gens savent pas, ils vont pas sur des schémas, sur des images, ils transposent un peu leurs rêves, mais c'est juste pas ça. Je veux dire, quand Dimitri vous dit avant la pause qu'il y a plus de psychologues qui sont formés en France que sur l'ensemble de l'Europe, ça c'est quand même aberrant, Mylène. Ça c'est vrai, ça. Mais moi je pense encore que vous êtes en train de décrire une université, on dirait que tout le monde veut y aller, on est en train de s'écraser les uns les autres. Je sais pas, en tout cas, il paraît qu'il y a trop de fréquentation et quand on voit les locaux, etc. Les universités. Mais moi d'ailleurs, en fait, là-dessus, parce qu'on parle
parle justement de côté réaliste, il n'y a pas de place dans les universités, il n'y a pas de chaises. Nous, on est les premiers, les premières à travailler sur ce truc-là. En fait, les gens n'ont pas de chaises pour étudier, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, par exemple, je suis au Mirail, qui est l'université de Toulouse. En fait, l'université qui est en train d'être reconstruite en partenariat public-privé, elle est plus petite qu'avant. L'université de Paris 7, c'est la même chose. Ils sont en lutte contre Vinci. Parce qu'en fait, l'université est en train de se transformer justement en truc qui justement ne va concerner que les gens qui la mériteraient. C'est ce que vous êtes en train de décrire. Et en fait, c'est un peu pour moi l'enjeu, et enfin pour moi, pour Solidaire étudiante, en fait, l'enjeu c'est vraiment l'idée que l'université c'est un service public. Ça veut dire on ne peut pas en fait, mais on Mylène, ne peut pas. Après on se démerde en fait. On ne peut pas. Et du coup il faut construire des logements en fonction, des restaurants universitaires. D'accord, mais moi j'entends ce que vous dites, mais l'université qui est la seule à proposer certaines formations, par exemple, ce que vous faites vous, lettres classiques. Je ne vais pas dévoiler votre vie privée, mais enfin, lettres classiques, il n'y a qu'à l'université qu'on fait ça aujourd'hui. Et c'est bien. Il y a aussi dans les grandes écoles, et c'est ça, c'est qu'en fait, si vous mettez un processus de sélection dans les universités, ça veut dire qu'en fait, restera, personne ne connaît, mais l'école des Chartes, les grandes prépas, en fait, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, moi, je suis rentré en licence 1, alors que je venais d'un lycée de ZEP, honnêtement, en fait, on est dans un système où, en fait, n'importe qui peut aller faire du grec et du latin. Après, il y aura le débat de est-ce que ça sert à quelque chose, mais ça, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est pas ça la question que je vous pose. Après, la question, c'est pourquoi on devrait devoir aller dans des grandes écoles où on sait que par contre. Oui, mais le problème est de cette. Attendez, Gilbert, laissez-moi, je voudrais dire quelque chose. Le problème, il est que le fait de ne pas avoir de sélection, l'égalitarisme, tout le monde peut s'inscrire où il veut. Quand on est dans le cas décrivait Kevin Michel, vous arrivez en STAPS, il y a beaucoup plus d'inscrits que de places possibles. Donc il y a deux solutions. Soit c'est premier arrivé, premier servi, soit c'est tirage au sort, ce qui est fondamentalement injuste. À ce moment-là, si on détermine qu'il y a 400 places, les 400 plus motivés, les 400 qui ont les meilleures notes, c'est normal qu'ils aient ces places-là. Mais c'est pas une notion. Et je crois pas que ça remette en cause dans l'éducation, ça n'est pas une notion. Notamment parce qu'on a quand même décrit la question de la sélection sociale, donc la motivation. En fait, c'est dans une société où soi-disant on serait tous libres, égaux, où en fait tout le monde a les mêmes chances de se confronter au système scolaire, ce qui n'est pas le cas. Et donc on n'est pas du tout dans un système où en fait c'est possible de se dire qu'on va pouvoir sélectionner les gens qui sont les plus motivés. Il faut au contraire, encore une fois, qu'il y ait plus d'argent pour qu'il y ait plus de place dans les filières et qu'après effectivement il y a des systèmes de réorientation. Mais l'argent fait pas passer les gens en deuxième ou troisième année de fac, Mylène. Non, mais par contre les conditions d'études matérielles, enfin les bonnes conditions matérielles, oui. Le fait d'avoir le temps de bouffer, oui. Enfin là on est quand même dans un système où c'est là qu'il faut être réaliste. Avoir le temps de manger, moi je me rappelle avoir été en fac, j'avais 16 heures de cours par semaine, c'était pas non plus, vous voyez, j'étais pas surchargé de travail, j'avais le temps de manger. Gilbert Azoulay, News Tank Éducation. Je voudrais que vous réagissiez justement à ce que vient de dire Mylène Colombani. Non, mais en fait, à chaque fois que vous avez vu le problème d'éducation, c'est quand on tire la pelote, on remonte là quasiment au lycée, puisque ce que dit Dame, c'est le déterminisme social. Finalement, l'échec, il est déterminé avant en réalité, puisque quand on s'engage par défaut à la fac, on a beaucoup de chances de rater. Oui. Un fils d'ouvrier a 6 fois moins de chances d'avoir son bac qu'un fils de prof, par exemple. Et un fils d'avocat qui ira faire du droit, il a plus de chances de réussir. Pourquoi ? Parce qu'il sera dans le mood, il aura un environnement culturel qui le poussera. Donc la fac n'est que le miroir de tout ce qui se passe en amont et c'est vrai que je suis d'accord avec Mylène, j'aimerais cette société idéale où tout le monde a le choix d'aller là, sauf que ça ne marche pas. Moi je pense aux 150 000 gamins qui sortent chaque année de la première année et qui sont perdus. Mais Gilbert Azoulay, dites-le qu'il faut une sélection en fait, parce que finalement vous dites un peu ce qu'on avance avec Dimitri depuis tout à l'heure, mais vous faites partie de ces gens qui refusent de mettre ce mot-là en fait. Je comprends pas cette hypocrisie. Mais parce que la sélection elle prend plusieurs formes. Moi je suis pas pour dire non aux gens, je suis pas pour dire non. Sauf que si vous les laissez choisir sans avoir la formation, c'est finalement les amener dans un cas sur deux à un échec. Donc en ayant au moins cette première étape qui consisterait à dire mais est-ce que tu sais ce que c'est ça ? Est-ce que tu sais comment ça se passe ? Est-ce que par exemple quand on va en fac d'éco, il faut savoir que c'est des maths, c'est beaucoup de maths. C'est pas du tout de l'éco qu'on fait. Oui. Et beaucoup de gens arrivent avec un bac L en disant j'adore l'éco. Et ça se fait, vous avez raison, dès le lycée, parce que aujourd'hui dans 9 cas sur 10 on dit t'es bon en maths, t'as qu'à faire S et puis voilà. Et en fait c'est quoi S ? On sait pas. Je veux dire quand on est étudiant, on ignore quasiment tout de ce que sont finalement ces filières. Bien sûr. Et donc, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, Mylène Colombani, on entend dire parce que là, en final, on est en train de dire est-ce qu'on va trouver du boulot avec les études qu'on mène ? Et souvent, d'ailleurs, à l'université, on dit ça, mais la fac n'a pas pour mission de donner du travail. On n'est pas là pour trouver du travail. Et alors, ça paraît la mission alors ? Ça paraît surprenant comme ça, mais c'est pas l'objectif de l'université, Mylène Colombani. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. En tout cas, c'est le savoir pour un le savoir. Espace. Non, c'est pas le savoir pour le savoir. C'est surtout que ça peut être un premier espace d'émancipation ou un premier temps de formation. Après, il y a effectivement des formations qui amènent
à être plus professionnalisés que d'autres. Mais en fait, ça n'est pas un mal pour la société qu'il y ait un espace, mais qui, encore une fois, en fait, peut être rejoint par des gens à la retraite, des gens qui ont 40 ans. Mais l'objectif, Mylène, c'est de trouver du boulot quand même à terme. Il y a un objectif comme ça dans la société, on est d'accord. Mais moi, je le dis, je pense que c'est une folie de croire que les gens qui ont un master n'ont pas de boulot, alors que les gens qui ont pas le bac en ont. Ça, c'est vrai. C'est une folie. Vous teniez un petit peu à remettre les points sur les i. C'est vrai qu'il y a ce mythe que les diplômes à l'université, en gros, ça permet pas de trouver du boulot. Vous dites le contraire, vous. C'est vrai, mais elle a raison. Évidemment qu'il y a un problème de chômage. Mais le problème, c'est que c'est pas un problème de chômage ni des jeunes, ni. En fait, c'est un problème de la société. Est-ce que je peux dire le mot capitaliste? Oui, une société capitaliste qui, de toute façon. Voilà, elle s'est dévoilée. Mais moi, au moins, je me dévoile. Mais il y a ce truc de. Je suis désolée. Vous êtes en train de décrire exactement le même système que veut une société où effectivement il y a du chômage. Mais le chômage, c'est pas l'université qui le crée, c'est la société capitaliste. On est d'accord. Le chômage, ça fait partie du truc. Et si vous voulez créer l'université à l'image de la société, c'est pas une bonne idée pour enrayer le chômage parce que ça n'a pas l'air de marcher, honnêtement. Donc, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que avoir un diplôme, quel que soit le diplôme, universitaire, grande école, whatever, ça protège du chômage. Quand même, il faut le dire. Pardon, mais Gilbert Azoulay, je veux surtout pas manquer de respect à ces étudiants, mais je veux dire, quand on fait une fac d'art plastique, on fait quoi avec de l'art plastique en fait, dans la vie aujourd'hui? L'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de plastique. Mais non, mais il y a pas de designer chez Renault. Voilà, il y a pas de profil linéaire. C'est-à-dire quand vous faites psychologue, beaucoup travaillent en réalité dans les ressources humaines, beaucoup travaillent dans la communication, beaucoup travaillent dans le conseil ou dans les choses comme ça. Et dans l'art plastique. Dans l'art plastique, c'est pareil. Ils vont faire de l'infographie, dans la com, ils vont faire de l'info. C'est évidemment, les profils sont beaucoup plus sinueux que pourrait laisser croire l'intitulé du diplôme. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les premières années sont à l'université pour former le citoyen. C'est un peu la philosophie de tout ça. C'est marrant, je croyais que c'était à l'école d'avoir ce job-là aujourd'hui. Non, mais former le citoyen avec ses connaissances. Mais en revanche, ce qui est sûr, et c'est que c'est d'ailleurs tout l'objet des masters 1 et 2, les masters, il y a des masters professionnalisants, des masters recherche, c'est d'aller vers l'emploi. Et d'ailleurs, l'objectif, avant la direction générale de l'enseignement supérieur, s'appelait la direction générale de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, elle s'appelle la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Il y a quand même quelques années où on a intégré cette dimension pour dire quand même, à l'issue, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit enseignant, qu'on soit dans un monde associatif ou l'économie sociale, ou qu'on soit dans l'entreprise la plus pure, on peut aussi avoir un objectif de travailler quand on fait l'université. D'ailleurs, les présidents de fac sont tout à fait... C'est la poudre aux yeux. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train d'être dans le discours de la professionnalisation, vous savez très bien, vous savez peut-être pas d'ailleurs parce que vous n'êtes pas étudiant, mais que c'est pas de la professionnalisation, c'est de la managementalisation, je sais pas si ça existe comme mot vraiment, mais on est dans un système où en fait c'est plutôt des intérêts privés qui sont en train en lettres modernes, je crois pas. Je vous le dis, il y a des sujets de professionnalisation. De toute façon, il y a cette question de dire que il faut qu'on soit adaptable. Il faut que les étudiantes et les étudiants. Et bien sûr que si. Non, mais ça, c'est pas ça. Ce que vous dites, Mylène Colombani, est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une implication dans certains cursus des entreprises privées qui financent certains masters aujourd'hui pour façonner un petit peu en fonction des besoins aussi de l'entreprise. Mais est-ce un mal? Est-ce qu'il faut pas un petit peu de tout pour faire une bonne université? Ça, c'est un autre débat. Sudradio.fr, où en est-on, Kevin? 71% des votants considèrent qu'il faut sélectionner les étudiants à l'entrée de l'université. Allez, qu'en pensez-vous? À l'antenne, vous venez réagir pour ou contre cette proposition. Vous êtes tous les bienvenus, 0826 300 300, et vous continuez à voter sur sudradio.fr. On marque une courte pause et on revient dans un instant. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Allez, un petit peu de sélection à l'entrée de l'université, ça ferait pas de mal, ni aux universités ni aux étudiants. Les universités françaises qui ont cette réputation de ne pas être assez performantes au regard de ce qui se fait à l'étranger, où on parle par exemple de ce fameux classement de Shanghai. Vous le connaissez, qui classe la première université française à la 35e place. Bon, ces classements évidemment sont souvent contestés. Par exemple, les universités américaines qui sont souvent en tête de ces classements ne leur reconnaissent pas grande valeur. Néanmoins, l'université qui doit changer aujourd'hui, c'est un petit peu le message que l'on veut faire passer avec nos invités. Gilbert Azoulay, directeur général associé de Newstank Éducation. Mylène Colombani, militante du syndicat solidaire étudiants et étudiantes. Mylène Colombani, tout à l'heure, Gilbert Azoulay qui disait il y a peut-être autre chose qu'il faudrait faire. C'est la modulation des frais de scolarité. L'université française qui coûte pas très cher et selon les revenus des parents, peut-être moduler les tarifs. C'est ce que fait Sciences Po déjà, par exemple, aussi. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée, ça? Vous en pensez quoi, vous? Je pense que ça ne répond pas à pourquoi on ne pourrait pas faire que ce soit entièrement gratuit. C'est quelque chose que nous, on défend, la gratuité de l'enseignement supérieur, même en général.
Faut bien participer un petit peu quand même. 150 € déjà, c'est assez symbolique. Ça coûte 8 000 € par an un étudiant français. Ça coûte 8 000 € par an. Bah c'est vrai en moyenne. C'est moins qu'un lycéen. C'est moins qu'un lycéen. Un lycéen, c'est 13 000. Un étudiant de classe prépa, 25 000. d'études qu'on a, mais non, mais je sais pas si ça coûte 8 000 € par an, mais le fait est que de toute façon, on est quand même dans un système de production culturelle et intellectuelle qui de toute façon est remis dans l'économie à un moment donné. Et je pense que les systèmes de gratuité sont toujours moins coûteux de toute façon. Oui. Si l'État n'était pas dans un système justement d'autodestruction de l'université publique, en fait, ça lui coûterait moins cher, c'est évident. C'est-à-dire que là, par exemple, les universités publiques, je l'ai déjà dit, sont en train de louer leurs propres universités à du mais privé. Quand vous voyez c'est super cher. Cette fac du côté de Béziers qui a 1 an ou 2 avec un déficit, c'est quelque chose d'abyssal, c'est 3 millions d'euros de mémoire, est obligée de fermer. Elle dépendait de la fac de. Enfin, je veux dire. Mais ça, c'est post-désengagement financier de l'État. Oui. Mais en fait, la question, c'est pourquoi on a dit à un moment donné que l'université était en crise. C'était de toute façon pour masquer le fait qu'on avait envie de faire des économies des moyens publics pour que ce soit plus pratique de faire rentrer des intérêts privés à l'intérieur. Sans machiavélisme, c'est vraiment juste la question. En fait, on ne défend pas la même université. Nous, on défend une université qui est publique où en fait, je suis désolée, on fait voyager tout le monde, on envoie les lettres de tout le monde, on soigne tout le monde, et tout le monde peut aller étudier à un moment donné à 18 ans. Et en fait, on a le droit à l'erreur, on a le droit de ne pas choisir ce qu'on veut faire à 16 ans et faire la même chose à 45. Mais en gros, le système n'a pas à se préoccuper d'être efficace, quoi, parce que c'est vrai qu'on a le droit de se planter, mais parfois aussi on perd du temps. Quand on commence une licence et puis qu'on se dit mince, c'est pas ce que je voulais faire, et puis on en commence une autre et puis on s'est encore planté, donc on a perdu 2 ans, quoi. Mais ça, il y a plein d'étudiants qui vivent ça, je veux dire, et même des étudiants brillants. Moi, je me suis retrouvé à l'université après 3 ans de prépa. Franchement, ça a été un échec. J'ai perdu 2 ans. Je m'en suis rendu compte après. Non, mais c'est vrai. Vous êtes désormais quelqu'un de brillant et qui fait de l'antenne. Donc c'est une réussite en réalité. Ouais, mais c'est pas grâce à la fac. Moi, c'est pareil. Non, mais c'était bien. Pas ça. Alors, ne croyez pas ça. Ne croyez pas ça parce que croyez-moi, maman disait un diplôme, ça sert à mettre sous ses fesses pour être assis un peu plus haut que les autres. Moi, je l'ai pas eu le diplôme. Je vais vous dire, entre les grèves, entre les cours surchargés, Mais c'est l'apprentissage de la citoyenneté. C'était horrible, les locaux d'une vétusté enfin, je veux dire, j'en garde un souvenir terrible, moi, de la fac. Bon, c'est pas tout, c'est pas partout moi, comme ça. Ce que je pense, et c'est ce que me disait un patron d'université, il me dit, c'est vrai qu'il faut changer de paradigme. Il faut considérer l'investissement dans l'université française, les dépenses dans l'université comme un investissement et non pas comme un coût. Là, je rejoins Mylène totalement. En revanche, ça n'exclut pas un certain nombre de devoirs de la part de nos dirigeants des universités, et d'ailleurs, ils le prennent en compte, à une certaine exigence, parce que ce sont des deniers publics, quand même. Je dirais pas d'être un peu efficace, d'être un peu avec des formations qui ont un sens, des recherches qui soient porteuses. Par exemple, quand on fait de la recherche, qu'on publie. Voilà, des choses comme ça. Le Shanghai, ce que vous parlez de Shanghai tout à l'heure, peut-être monter dans les... Alors la difficulté du classement de Shanghai, c'est qu'il tient compte des prix Nobel. Donc comme on a peu de prix Nobel, on est peu classé, ou des médailles Fields en mathématiques et des choses comme ça. Mais c'est vrai on en a eu quand même. Bien sûr. Cédric Villani. Mais vous dites pas que le service public de recherche français, c'est celui qui produit le plus de choses, mais limite à faire craquer les enseignants-chercheurs. Mais honnêtement, en fait, la recherche française, c'est quelque chose d'impressionnant, alors que justement, c'est un système sans sélection. Oui, au niveau de la recherche, moi, je connais quelqu'un qui a fait 5 ans d'études après le bac, qui a fait de la chimie, je veux dire, et qui se retrouve aujourd'hui sans dénigrer quelques métiers que ce soit, qui se retrouve aujourd'hui caissier d'une grande surface parce qu'on lui a dit c'est bien, vous êtes diplômé, mais dans cette filière-là, il n'y a pas de travail. On peut pas tolérer que des étudiants s'engagent dans ces filières en sachant pertinemment qu'au bout de 5 ans d'études après le bac, on leur dira, monsieur, ici, il n'y a pas de boulot pour vous. Et d'où le fait qu'il faut enrayer la sélection sociale au sein de l'université. C'est justement l'inverse. Il ne faut pas plus de sélection, il en faut moins pour que déjà la recherche ne soit pas limitée à quelques gens. Mais quand on dit que le diplôme sert à quelque chose, quand on dit que le diplôme sert à quelque chose, des fois, non, c'est pas vrai. Attendez, au CNRS, on a quand même des chaires de recherche qui sont dédiées à des univers complètement hors concurrence et hors marché. Donc, on ne peut pas dire qu'on finance pas de recherche. La recherche spatiale, par exemple. Voilà. Ça, c'est un bon exemple. Ou la recherche en histoire. On en fait beaucoup. On a beaucoup de spécialistes dans le domaine de la sociologie. On a beaucoup de sociologues émérites. Donc, on peut pas dire que la France, d'ailleurs, juste pour distinguer, c'est beaucoup le CNRS qui fait la recherche et c'est pas toujours pris en compte dans l'université. Ce qui explique aussi qu'on peut avoir parfois une absence de comptabilité fine. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, je pense qu'il faut être un peu exigeant avec l'université, oui, mais il faut donner des droits qui vont avec et des devoirs.
Voilà, c'est juste ça. Mais on se rejoint de toute façon. Oui. Je pense que Mylène aussi sera d'accord qu'on veut avoir des bons chercheurs qui publient, qui soient reconnus. Et les chercheurs attendent de ça eux-mêmes. Oui. Sauf que, en l'occurrence, sur comment on y parvient, là, on n'est pas tous d'accord quand même autour de cette table. Moi, j'ai toujours pas compris, Mylène Colombani, quand vous me dites il faut moins de sélection à l'entrée. Je veux dire, comment voulez-vous faire moins de sélection aujourd'hui ? Il suffit d'avoir le bac, 77% encore, on aura les chiffres dans quelques jours, mais 77% de la promotion 2014 du bac, les gens qui ressortent avec de plus en plus de mentions. Je veux dire, le filtre sélectif à l'entrée de l'université, il est quasi nul, sauf effectivement sournoisement. Il y a des politiques universitaires. Prenons l'exemple de la fac de droit de Toulouse aujourd'hui, qui met en avant des doubles cursus. Vous allez faire droit plus, économie ou droit plus anglais. Là, précisément, c'est une manière de faire de la sélection, mais de manière sournoise. C'est insidieux, c'est pas cash, quoi. Et moi, c'est ça que je reproche un petit peu au système. En gros, c'est-à-dire, on en fait de la sélection, mais indiscrètement, un petit peu en marge. Les autres, vous n'avez qu'à aller dans les filières qui vous font rêver. La socio, c'est super sympa. Mais honnêtement, en termes de débouchés professionnels, de fréquentation de l'université, c'est quand même extrêmement compliqué. Vous le savez vous-même, Mylène, franchement. Non, je pense qu'il y a plein de gens qui font sociologie. Je vous l'ai déjà dit, qui après se reforment dans l'éducation spécialisée, dans tout un tas de choses qui a quand même attrait aux espaces sociaux. Il faut prendre un chemin de traverse. Après, moi, je suis d'accord avec le fait que la sélection, elle est extrêmement sournoise et que justement, elle est présentée comme quelque chose qui est inévitable, alors qu'il y a toute une politique justement de privatisation au sens. Mais est-ce que c'est pas un mal français ça ? Est-ce que c'est pas un mal français quand on voit déjà qu'à l'école, on pense à éviter de mettre des notes à des élèves parce que c'est pas vrai. Là, vous décrivez comme si les gamins étaient bêtes et qu'on leur imposer des trucs. Mais non, mais parce que moi je suis désolée, mais nous on n'a pas connu, nous autour de cette table, on n'a pas connu l'admission post-bac, qui est un espèce de logiciel à la con là qui nous fait rentrer les lycéens en terminale. En fait, ils passent peut-être plus de temps à essayer d'expliquer à leurs parents ce que c'est que l'admission post-bac, à s'inscrire sur des trucs où en fait ça leur donne mal au ventre. Et moi je suis désolée, c'est pas une société. Mais la sélection d'imposer à des gamins de 17 ans. La sélection, qu'on le veuille ou non, et vous avez du mal, je pense, à l'accepter, c'est que la sélection, elle existe dans le monde du travail. Elle existe quand vous êtes au lycée, quand vous dit est-ce que vous avez obtenu une mention pour intégrer telle ou telle école, pour obtenir une bourse. Enfin, je veux dire, elle existe dans tous les domaines. Alors pourquoi la refuser comme ça ? Non, mais c'est pas une question de la refuser, c'est justement une question de l'arrêter. C'est cacher la réalité aux étudiants. C'est cacher la réalité aux étudiants que de leur dire non, il faut pas une sélection à l'entrée de la fac parce que tout le monde a droit d'aller à la fac. Ouais, mais tout le monde n'aura pas le droit de trouver du travail. C'est pas une question d'avoir le droit d'aller à la fac, c'est la question de comment on fait pour qu'on ait un espace social dans cette société où les choses sont beaucoup plus ouvertes. Parce que quand on parle quand on parle justement d'arrêter de croire que l'université est réservée à ceux qui vont effectivement avoir des diplômes de fous, qui ont choisi leur truc à 14 ans et qui ne se seront pas trompés et qui auront un travail à 40 ans. Il faut au contraire créer un espace social où il est possible de venir, de repartir, d'avoir une formation tout au long de la vie, le fait que justement les gens qui sont en admission post-bac, qui fait qu'en fait les gens ont 18 ans, se retrouvent à côté de gens qui en ont 42 dans leur filière et en fait ça crée des choses où en fait les gens sont tout le temps en concurrence. Et en fait le fait est que il faut absolument que l'université soit un espace où les bibliothèques sont accessibles à tout le monde, aux gens qui sont à côté, qui sont pas seulement à la fac, où les cartes d'étudiants ne sont pas demandées, où on a des systèmes de restauration qui sont pas chers. Enfin, il y a toute cette question-là où en fait, il faut que ce soit un espace social où en fait, ça n'est pas privé, ça n'est pas réservé à certaines personnes. Mais je vois pas, juste Mylène, où est-ce que vous voyez du privé ? Parce que moi, je connais bien la fac, j'y vais souvent, et j'ai beaucoup de familles à l'intérieur. Quand on aura privatisé la fac et quand les entreprises seront véritablement rentrées dans l'université, je pense qu'on sera mort. Enfin, je vois pas de quoi vous parlez, parce que faut pas faire croire non plus que Satan est entré à l'université. On en est loin. Oui, mais Vinci, ils construisent. Oui, mais attendez, il y a bien un moment, il faut trouver des solutions pour construire des bâtiments. Moi, je suis pas pour le privé, et pour te dire, il faut trouver des solutions. Et ça, c'est des systèmes qui permettent d'aller vite. Parce que ça, c'est vrai. Attendez, parce qu'on a des problèmes d'urgence quand même. C'est quand même aussi une autre conception du partenariat public-privé. C'est pas juste construire les murs d'une université, mais aujourd'hui, par exemple, dans le génie civil, vous avez des partenaires et des entreprises qui parrainent en fait aujourd'hui. Dans la recherche, c'est pareil aujourd'hui. Pour les spécialistes en chimie dont parlait Kevin tout à l'heure sur certains matériaux, il y a des parrainages qui sont financés par des entreprises dans l'université. Oui, mais on peut pas d'un côté dire les locaux sont vétustes, nos facs se cassent la figure, et puis d'un autre refuser ces partenariats. C'est pas possible. L'argent n'a pas d'odeur, diront certains. Oui. Non, mais surtout, c'est pas complètement au détriment des étudiants, parce que les frais de scolarité n'ont pas augmenté, vous l'avez remarqué, et donc c'est pour avoir des locaux neufs et trouver des solutions d'urgence, puisque je le rappelle quand même, vous parliez du Mirail, mais il y a bien d'autres endroits dans les universités françaises où il y a des urgences importantes pour mettre au niveau, ne serait-ce que avoir de la mobilité avec du Wi-Fi, avoir des espaces de travail un peu modernes, pouvoir mettre en place des ressources digitales pour tous les étudiants, ouvrir les universités H24 par exemple à l'américaine, mais ça aujourd'hui c'est compliqué, ce n'est pas possible. Donc il faudrait déjà upgrader notre offre universitaire en termes de moyens, et ça passera par n'importe quel moyen, y compris les partenariats publics-privés à mon avis,
pour aller vite, parce que tout ce qu'on dit, c'est en réalité, c'est qu'on est engagé dans un mouvement mondial. C'est que nous, on décroche progressivement, et c'est que si on maintient pas notre université à un niveau, un bon niveau, on va décrocher. Donc c'est ça aussi l'enjeu. Mais si, Gilbert Azoulay, on décroche pas tant que ça, et vous le savez très bien. On a déjà décroché depuis longtemps. Je suis tout à fait d'accord. Mais arrêtez, là, moi j'en ai marre de ce déclinisme permanent. Mais non, mais moi je suis pas. Mais je suis le premier. Je suis pas un déclinologue, ni. Je chante pas avec. Je dis simplement, il faut investir. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Cela dit, moi, je vais vous dire, je suis quand même d'accord avec Mylène Colombani sur une chose, c'est que moi, le fantasme du verrou quand même, ou plutôt du goulet à l'entrée de l'université, c'est quand même éminemment dangereux. Surtout quand, à un moment, la question va se poser, celle de la sélection par l'argent. Vous savez très bien aujourd'hui, Gilbert Azoulay, que les États-Unis sont en proie à un problème de l'endettement des étudiants qui est absolument colossal. Et on a cette chance quand même en France, même si nos facs ont des problèmes, d'avoir des études qui coûtent quand même pas très cher. Alors gratuites ou pas, Mylène Colombani, on verra. Mais en tout cas, c'est vrai que 500 € par an, c'est indispensable. Parce qu'on parle 20 000 $. Quelles études à 150 €. Voilà, quelles études valent 200 000 $ par an? Franchement, il y a de quoi se poser des questions. Non, ça c'est des MBA. C'est les études de l'université américaine. Malgré tout, je sais pas ce qu'on a pour ce prix-là, mais j'espère qu'on a des tables en or parce qu'à ce prix-là, c'est quand même scandaleux. Merci à vous, Gilbert Azoulay, directeur général associé des Newstank Éducation, agence de presse spécialisée sur le supérieur. Mylène Colombani, militante du syndicat solidaire étudiants-étudiantes. Kevin, on termine sur quel score? On finit sur 69% des votants qui considèrent qu'il